Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour le décryptage de l'actualité sur le continent africain au Cameroun. Et depuis un an environ, se déplacent les pions du puzzle de la crise dite anglophone. Depuis novembre 2016, en effet, la minorité anglophone qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais et 2 régions sur 10 dans tout le pays proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation dans la société. De meilleures conditions de vie et de travail, des revendications, somme toute normales en démocratie, mais durement réprimées et étouffées depuis lors. Le dimanche 1er octobre a été le point culminant de cette fracture. Au moins 17 morts ont été enregistrés en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance vis-à-vis des francophones. Sisikou Ayouk s'est proclamé sur les réseaux sociaux président de ce nouvel État que les séparatistes veulent appeler l'Ambazonie. Outre les séparatistes des anglophones, exige le retour au fédéralisme, ce qui a prévalu au Cameroun entre 1961 et 1972, avec 2 États au sein d'une même république. Le pouvoir central de Yaoundé, qui a, on le sait, durement réprimé ces manifestations et notamment fait couper la connexion Internet durant des mois dans cette région, refuse toute indépendance et tout fédéralisme. Le président Paul Biya, qui s'est visiblement saisi du dossier, a condamné de façon énergétique tous les actes de violence, d'où qu'ils viennent, quels qu'en soient les auteurs, appelant au dialogue. Mais n'est-il pas déjà trop tard pour dialoguer? Les revendications de la région anglophone du Cameroun sont-elles fondées? Quelle approche aurait dû être celle du régime Biya depuis un an? Et quelle voie de sortie de crise existe aujourd'hui pour les différentes parties? Cameroun, proclamation symbolique d'indépendance anglophone, cause et posture du régime Biya face aux envies sécessionnistes, c'est le thème central retenu pour le débat du jour de votre émission Angle de vue. À toutes et à tous, merci de nous rester fidèles. On revient juste après l'intermède. Sur ce plateau avec nous pour en parler, Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Face à vous, Maître Alain Ronla, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Maître Ronla, un plaisir de vous retrouver aussi. Le bilan est aujourd'hui, Maître Ronla, de plus en plus lourd. Au moins 17 morts pour Amnesty, 30 selon l'opposition, 100 au moins pour certaines ONG. Et quel regard portez-vous déjà sur le mobile de ces manifestations? Je dois d'abord dire qu'un mort, c'est toujours un mort de trop. Et que rien ne justifie, comme dirait un certain politicien, la levée d'un drapeau ne justifie pas qu'il y ait des morts. Donc ceci est à déplorer. Et au-delà de ça, je crois que la posture des sécessionnistes est une mauvaise solution pour un vrai problème qui est posé à la République du Cameroun, qui s'est voulu unie. Nous trimballons l'héritage du partage post-guerre et surtout post-colonial, puisque par le détour de l'histoire, cette colonie, possession allemande, a été partagée entre la France et la Grande-Bretagne, qui ont des systèmes de colonisation différents, qui ont laissé des populations, des peuplades avec un formatage différent, mais que l'évolution a voulu qu'on mette ensemble en formant cette République unie du Cameroun, sans tenir compte des spécificités inhérentes à ces fréquentations coloniales, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, exacerbées par le désintérêt que nul ne peut contester du pouvoir central, d'ailleurs pour le Cameroun en général, et qui n'a pas voulu tenir compte de la spécificité de cette zone anglophone. Alors, ça pousse effectivement ces frustrations poussent à des revendications sécessionnistes, séparatistes, etc. Je crois que c'est en posant bien le diagnostic, en observant bien les choses, que l'on peut esquisser des possibilités de solutions et des sorties de crise que nous savons plus ou moins bien négocier dans ce pays. Voilà, Aimé Tiefa, le fait qu'il y a eu autant de morts, est-ce que ce n'est pas surprenant? Parce que on se souvient que le président Biya avait fait libérer la majeure partie des responsables qui ont amené ces contestations-là en région anglophone. C'était il y a quelques semaines. Mesure de décrispation donc. Mais pourquoi avoir enregistré ou bien pourquoi constater encore autant de morts? Merci. Je voudrais d'abord dire que
le problème du Cameroun, ou si vous voulez, parce que moi, j'aime pas parler du problème anglophone du Cameroun, j'aime simplement parler du problème du Cameroun, parce que c'est un État unique et indivisible, date de très longtemps. Et vous avez su le rappeler dans votre exposé liminaire que en 61, le 1er octobre notamment, ils ont décidé de se mettre ensemble, et francophones et anglophones, dans une république fédérale unique. Cette fédération n'a duré que 11 ans, puisqu'en mai 1962, les velléités séparatistes ont eu raison et ont donc fait taire toute ambition née et pratique de fédéralisme. Dès lors, jusqu'à aujourd'hui, aucune solution réelle n'a été trouvée à ce problème. Et quand vous allez là-bas, ils ont tout de moins, les anglophones, 2 régions sur 10, très peu représentées dans l'équipe nationale, qui est un symbole d'unité du Cameroun. Ils ont leur langue qui est l'anglais, très peu ou sous-représentés au gouvernement, faisant à peine 20% de la société, et étant tellement écrasés par les francophones qu'eux, ils parlent bien français et que très peu de francophones parlent anglais, alors que le monde entier aujourd'hui court après l'anglais. Preuve donc que le bilinguisme camerounais, en fait, est un bilinguisme combiné et non parfait, pas un bilinguisme comme le Canada. Lorsque vous réunissez tous ces éléments, il faut profondément réunir les acteurs, les écouter et pourquoi pas étudier le jeu des acteurs pour comprendre qui tire qui, par rapport à quelle influence, par rapport à quelle sphère de pouvoir et quoi céder à qui pour pouvoir obtenir réellement la dégel du tension, le dégel du tension. Je crois que le président Biya ne l'a suffisamment pas fait. Ou s'il n'a donné que quelques garanties, il ne l'a pas fait. Écoutez, l'anglophone camerounais qui rêve de voir un des siens au pouvoir, il fera quand? Et pourtant, il est camerounais aussi. Voilà des questions aussi profondes, voilà des dissensions aussi profondes qu'il faut mettre sur table et en discuter profondément. Parce que partout où plusieurs cultures doivent se côtoyer, c'est toujours difficile et on discute assez. En témoigne le cas de la Belgique, d'accord, et le cas de plein d'autres pays que nous connaissons. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour le décryptage de l'actualité sur le continent africain, au Cameroun. Et depuis 1 an environ, se déplacent les pions du puzzle de la crise dite anglophone. Depuis novembre 2016, en effet, la minorité anglophone qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais et 2 régions sur 10 dans tout le pays proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation dans la société. De meilleures conditions de vie et de travail, des revendications, somme toute normales en démocratie, mais durement réprimées et étouffées depuis lors. Le dimanche 1er octobre a été le point culminant de cette fracture. Au moins 17 morts ont été enregistrés en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance vis-à-vis des francophones. Sisikou Ayouk s'est proclamé sur les réseaux sociaux président de ce nouvel État que les séparatistes veulent appeler l'Ambazonie. Outre les séparatistes des anglophones, exige le retour au fédéralisme, ce qui a prévalu au Cameroun entre 1961 et 1972, avec 2 États au sein d'une même république. Le pouvoir central de Yaoundé, qui a, on le sait, durement réprimé ces manifestations et notamment fait couper la connexion Internet durant des mois dans cette région, refuse toute indépendance et tout fédéralisme. Le président Paul Biya, qui s'est visiblement saisi du dossier, a condamné de façon énergétique tous les actes de violence, d'où qu'ils viennent, quels qu'en soient les auteurs, appelant au dialogue. Mais n'est-il pas déjà trop tard pour dialoguer? Les revendications de la région anglophone du Cameroun sont-elles fondées? Quelle approche aurait dû être celle du régime Biya depuis 1 an? Et quelle voie de sortie de crise existe aujourd'hui pour les différentes parties? Cameroun, proclamation symbolique d'indépendance anglophone, cause et posture du régime Biya face aux envies sécessionnistes, c'est le thème central retenu pour le débat du jour de votre émission Angle de vue. À toutes et à tous, merci de nous rester fidèles. On revient juste après l'intermède.
sur ce plateau avec nous pour en parler. Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Face à vous, Maître Alain Ronla, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Maître Ronla, un plaisir de vous retrouver aussi. Le bilan est aujourd'hui, Maître Ronla, de plus en plus lourd. Au moins 17 morts pour Amnesty, 30 selon l'opposition, 100 au moins pour certaines ONG. Et quel regard portez-vous déjà sur le mobile de ces manifestations? Je dois d'abord dire qu'un mort, c'est toujours un mort de trop. Et que rien ne justifie, comme dirait un certain politicien, la levée d'un drapeau ne justifie pas qu'il y ait des morts. Donc ceci est à déplorer. Et au-delà de ça, je crois que la posture des sécessionnistes est une mauvaise solution pour un vrai problème qui est posé à la République du Cameroun, qui s'est voulu unie. Nous trimballons l'héritage du partage post-guerre et surtout post-colonial, puisque par le détour de l'histoire, cette colonie, possession allemande, a été partagée entre la France et la Grande-Bretagne, qui ont des systèmes de colonisation différents, qui ont laissé des populations, des peuplades avec un formatage différent, mais que l'évolution a voulu qu'on mette ensemble en formant cette République unie du Cameroun, sans tenir compte des spécificités inhérentes à ces fréquentations coloniales, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, exacerbée par le désintérêt que nul ne peut contester du pouvoir central, d'ailleurs pour le Cameroun en général, et qui n'a pas voulu tenir compte de la spécificité de cette zone anglophone. Alors, ça pousse effectivement, ces frustrations poussent à des revendications sécessionnistes, séparatistes, etc. Je crois que c'est en posant bien le diagnostic, en observant bien les choses, que l'on peut esquisser des possibilités de solutions et des sorties de crise que nous savons plus ou moins bien négocier dans ce pays. Voilà, mais Tchefa, le fait qu'il y a eu autant de morts, est-ce que ce n'est pas surprenant? Parce que on se souvient que le président Biya avait fait libérer la majeure partie des responsables qui ont amené ces contestations-là en région anglophone. C'était il y a quelques semaines. Mesure de décrispation donc. Mais pourquoi avoir enregistré ou bien pourquoi constater encore autant de morts? Merci. Je voudrais d'abord dire que le problème du Cameroun, ou si vous voulez, parce que moi, j'aime pas parler du problème anglophone du Cameroun, j'aime simplement parler du problème du Cameroun, parce que c'est un État unique et indivisible, date de très longtemps. Et vous avez su le rappeler dans votre exposé liminaire que en 61, le 1er octobre notamment, ils ont décidé de se mettre ensemble, et francophones et anglophones, dans une république fédérale unique. Cette fédération n'a duré que 11 ans, puisqu'en mai 1962, les velléités séparatistes ont eu raison et ont donc fait taire toute ambition née et pratique de fédéralisme. Dès lors, jusqu'à aujourd'hui, aucune solution réelle n'a été trouvée à ce problème. Et quand vous allez là-bas, ils ont tout de moins, les anglophones, 2 régions sur 10, très peu représentées dans l'équipe nationale, qui est un symbole d'unité du Cameroun. Ils ont leur langue qui est l'anglais, très peu ou sous-représentés au gouvernement, faisant à peine 20% de la société, et étant tellement écrasés par les francophones qu'eux, ils parlent bien français et que très peu de francophones parlent anglais, alors que le monde entier aujourd'hui court après l'anglais. Preuve donc que le bilinguisme camerounais, en fait, est un bilinguisme combiné et non parfait, pas un bilinguisme comme le Canada. Lorsque vous réunissez tous ces éléments, il faut profondément réunir les acteurs, les écouter et pourquoi pas étudier le jeu des acteurs pour comprendre qui tire qui, par rapport à quelle influence, par rapport à quelle sphère de pouvoir et quoi céder à qui pour pouvoir obtenir réellement la dégel du tension, le dégel du tension. Je crois que le président Biya ne l'a suffisamment pas fait. Ou s'il n'a donné que quelques garanties, il ne l'a pas fait. Écoutez, l'anglophone camerounais qui rêve de voir un des siens au pouvoir, il fera quand? Et pourtant, il est camerounais aussi. Voilà des questions aussi profondes, voilà des dissensions aussi profondes qu'il faut mettre sur table et en discuter
profondément. Parce que partout où plusieurs cultures doivent se côtoyer, c'est toujours difficile et on discute assez. En témoigne le cas de la Belgique, d'accord, et le cas de plein d'autres pays que nous connaissons tous très bien. Mais, de mon point de vue, la diversité est une richesse et l'unanimisme ne fait qu'ennuyer. Alors, Maître Aléron-là, est-ce que le problème doit être posé sous cet angle-là de quand est-ce que le MIE sera à un poste de responsabilité, encore que le Premier ministre camerounais, il est d'origine anglophone. Philemon Yang est d'origine anglophone. Donc, est-ce que ce n'est pas fausser le débat que de le poser en ces termes-là? Mais vous avez vu juste, c'est fausser le débat, c'est le biaiser, même le contrarier. Parce que, en comparant le Cameroun au Canada, même à la Belgique, je comprends le droit comparé. Mais le Canada et la Belgique n'ont pas subi la même chose que le Cameroun, qui a été colonisé et qui a été réparti, voyez-vous, entre deux puissances coloniales. Et que la ligne de démarcation soit une langue étrangère, une langue coloniale, ce n'est pas non plus raison. Et les séparatistes ne revendiquent pas tout ceci, parce que leur motivation, c'est de dire qu'il y a une discrimination au niveau de la justice et au niveau de l'enseignement. Ce n'est pas autre chose. S'ils ne sont que 20% de la population, c'est une minorité linguistique. Et cette minorité ne peut pas s'imposer à la majorité. Vous ne pouvez pas empêcher les francophones qui sont majoritaires de vouloir user, même abuser de leur majorité si vous n'êtes que minoritaire. Et les cultures endogènes, pour reprendre une expression chère à Aimé Tchefa, du Cameroun cohabitent. Il n'y a pas du tout de difficulté sur la question. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué l'échec de John Frondi, dont le parti est un parti qui se voulait un parti représentatif de la zone anglophone. Et dans mes propos liminaires, c'est vrai, je suis allé très vite. Le problème que vit cette zone anglophone, les frustrations et les discriminations dont cette partie du Cameroun se sent victime, trouvent leur cause dans un certain désintérêt que les autorités semblent, dans lequel les autorités semblent tenir tout le Cameroun d'ailleurs. Voyez-vous, bon, le président, on dit qu'il est en vacances à Genève. Je crois qu'il séjourne plus à Genève qu'à Yaoundé. On a emprisonné les gens. Vous voulez voir un président anglophone à la tête du Cameroun, ce n'est pas demain la veille, puisque les francophones restent majoritaires et en termes de démocratie, c'est le plus grand nombre qui l'emporte. Je crois plus sérieusement que ce désert de démocratie ou ce déficit de démocratie, de justice sociale, donne de mauvaises idées sécessionnistes à ceux qui sont à la tête de ces mouvements, parce que je ne suis pas persuadé qu'un référendum, par exemple, bien organisé, donne raison à ces séparatistes, donne raison à ces ségrégationnistes, donne raison même à ceux qui prônent le fédéralisme. Je crois qu'il faut tout simplement songer à revoir comment intégrer cette zone anglophone qui se trouve minoritaire parce que c'est le fait de l'histoire. Je veux dire, on ne peut pas donner 4 ou 5 provinces à une minorité. Voyez-vous, s'ils sont confinés dans le nord-est et le nord-ouest, c'est parce que c'est leur zone de prédilection. Donc, il faut plutôt réfléchir à comment intégrer les spécificités de cette zone anglophone au fonctionnement de l'État central qui ne reviendra pas au fédéralisme ni à la partition. Oui, je voudrais rappeler ceci. De ma posture de sociologue, je suis dans une logique compréhensive. Et cette logique compréhensive m'amène à me mettre dans la peau du Camerounais anglophone pour comprendre ce qu'il vit. Que je partage cela ou non, ça c'est un autre débat. Mais je crois que lorsqu'on est dans un pays multiculturel, on ne parle ni de minorité ni de majorité. Parce que c'est le raisonnement à travers la détection d'une minorité ou d'une majorité qui conduit, bien évidemment, à la naissance de velléités sécessionnistes. La constitution camerounaise est claire. Le Cameroun est un pays bilingue. Tout ce qui se fait au Cameroun doit être fait et en français et en anglais. Si on avait perçu l'aspect de minorité, alors pourquoi parle-t-on d'anglais?
Alors, vous comprenez que ce n'est pas une logique de qui est minoritaire et qui est majoritaire. Et les principes d'équité, d'égalité et de fraternité, à tout point de vue, doivent prévaloir dans la gestion des affaires de la République. Et tant qu'il n'y a pas ça, et que les autres ont le sentiment que de plus en plus ils sont oubliés, alors c'est une façon de les pousser à se réunir entre eux. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi Missebo est un quartier à Cotonou? Et que signifie Missebo? C'est la même chose. Donc, si on leur donne la possibilité, il ne s'agira pas de les intégrer, parce qu'ils sont à part entière une réelle composante de la société camerounaise. Ils sont camerounais au même titre que les autres. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Il s'agit bel et bien de segments sociaux de la société camerounaise. Et de ce point de vue, on n'a pas à les intégrer. Ils n'ont jamais été désintégrés. Et ces débats étaient menés bien avant 61 pour qu'ils se mettent ensemble. Et le peuple camerounais a intérêt à mieux tenir les anglophones pour mieux se plonger dans le Commonwealth où ils ont plus tout à y gagner qu'au sein de la francophonie où ils n'ont qu'à perdre leur culture. Ça, c'est la réalité. Voilà, le Cameroun compte quand même ses morts et ses blessés dans la controverse. Suivant Maximilienne Ngombe, elle est directrice du REDAC, entendez Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Pour elle, plus de 100 personnes sont décédées. Elle est suivie de Maître Alice Nkom, avocate. C'est sur des propos recueillis pour nous par Narcissoum, notre correspondant sur place. En prélude et pendant la marche, il y a eu au moins 100 morts. Mais nous n'avons identifié que 38. Alors, là aussi, on a eu dit qu'il y a 100 morts. On n'a pas précisé qu'il n'y a pas des forces de défense de l'ordre parmi les morts. Mais c'est un constat qu'il y a eu 100 morts. Donc, c'est à l'État du Cameroun, n'est-ce pas, de prouver et de donner des noms, ou alors de dire aux Camerounais que les noms qui ont été donnés par le REDAC sont faux, alors qu'il faudrait bien qu'ils montrent d'autres, ou alors ils sont vrais. Et parmi tout ce monde-là, il y a aussi les forces de défense de l'ordre. Donc, à ce jour, on dénombre plus de 100 morts, mais qui ne sont pas identifiés. Et nous avons pu identifier ce qu'on a pu identifier. Il faut dire qu'il y avait quand même eu une utilisation disproportionnée de la force de certains éléments de défense, de sécurité. Nous savions tous qu'il y avait le risque pour l'État d'appuyer le doigt sur la gâchette le 1er octobre 2017 dans les régions du sud et du nord-ouest Cameroun. On savait. Tout le monde s'est levé comme un seul homme, y compris, paraît-il, mais à la dernière minute, le président de la République de là où il se trouve, qui aurait communiqué par Facebook, qu'on nous coupe ici, pour dire qu'il condamnait les violences. Or, il se trouve que le président de la République est également le chef de l'État. Donc, toutes ces obligations que la Constitution met sur son dos reposent sur lui. Il se trouve que le président de la République, chef de l'État, est aussi le chef suprême des armées. C'est lui qui arme. Normalement, il doit armer pour la protection des citoyens, des personnes qui habitent dans son territoire et des biens. Il ne doit jamais armer pour tirer sur ses concitoyens. Maintenant, on a votre réaction. C'est que, à la décharge du chef de l'État, c'est aussi le garant de l'intégrité du territoire, de l'unité de la République unie du Cameroun, et qui, dans cette position, dans ses responsabilités, ne peut laisser se poser des actes, furent-ils symboliques, de partition. Lorsqu'on décide de proclamer l'indépendance et la création d'un nouvel État appelé Ambazonie, et qu'on va lever le drapeau sur le territoire de la République qui doit rester uni, c'est de la responsabilité, du devoir du président de la République, du chef de l'État, de mettre à disposition des forces de sécurité pour empêcher cette forme de délinquance constitutionnelle. Oui, mais maître, ce qu'on reproche aujourd'hui au régime, c'est d'avoir fait usage de balles, de balles réelles, des balles
létale, si vous voulez, sur les populations qui n'ont pas pris d'armes, qui sont sorties pour manifester pacifiquement. J'observe qu'on a découvert des caches d'armes. On aurait pu utiliser des balles en caoutchouc. Attendez, écoutez, il ne sera jamais dans mes intentions et encore moins dans mes propos de légitimer l'usage et le recours à des armes pour tuer des gens qui manifestent. Donc, que les choses soient très claires. Mais dans les propos de mon confrère, vous avez bien perçu qu'ils avaient conscience de ce risque. C'est une manière de pousser les gens à la faute pour pouvoir dire, eh bien, les droits de l'homme sont en train d'être violés. Donc, si je déplore autant que tout le monde, et même le chef de l'État, dans son communiqué par Twitter, qui déplore l'usage de la force, d'où que cela provienne, c'est pas moi qui dirais le contraire. Mais ceux qui portent la responsabilité de ces morts sont ceux qui, dans un État démocratique, dont l'intangibilité pour le moment ne saurait être discutée, appellent à poser un acte, peut-être militant, peut-être légitime, mais qui demeure subversif, surtout pour le chef de l'État camerounais. Donc, je dirais que tout ça doit être apprécié avec la plus grande prudence, avec la plus grande circonspection. Mais Tchefa, selon le REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, il y a eu plus de 100 morts, dont on a pu décompter quelques 38. Le rapport est en ma possession. On a cité nommément les personnes qui ont été tuées. Un rapport ou des chiffres contestés par le gouvernement à travers son porte-parole. Qui croire dans ce schéma-là, et quel est votre avis sur l'usage d'armes létales pour éteindre ce type de contestation-là? Non, franchement, je ne peux pas vous dire qui a tort, qui a raison. Je ne suis pas sur le terrain, je n'ai pas mené d'investigation, je n'ai pas fait d'enquête, je ne saurais dire réellement le nombre de morts qu'il y a. Toutefois, il y a des institutions sérieuses qui ont la capacité, la possibilité de produire des données statistiques fiables. Sauf que je n'en ai entendu parler d'aucune jusqu'à ce jour-ci. Toutefois, je voudrais rappeler que, bon, je ne veux pas mener le débat juridique, hein, parce que maître est là pour le faire, c'est son marigot. Et je n'ai pas la prétention donc d'être juriste. Je ne suis pas juriste, je suis sociologue. Pour ce que je sais, partout au monde, dans tous les États de la planète, il y a toujours quelques velléités sécessionnistes. Les grands États-Unis, vous avez vu, ils sont même allés en guerre de sécession. Au Nigeria, vous connaissez bien l'histoire de Biafra, c'est pas moi qui vais vous le dire. IPOB, notamment. Chez nous, ici, vous savez très bien qu'on parlait d'Atabor. Vous le savez. Alors, partout au monde, il y a ces tendances et ces velléités qui s'expriment. Mais n'oubliez pas que j'ai dit à l'entame de mon propos que la diversité est une richesse et que l'unanimisme est une pauvreté. L'approche unitaire et l'approche de tout mettre ensemble et de tout policer pour qu'il n'y ait plus de différence n'a jamais rien donné de bon, si ce n'est de la pauvreté. Même si l'État a le devoir et l'obligation de maintenir l'ordre public, quelles qu'en soient les raisons, surtout s'il s'agit d'une affaire de sécession, et que déjà ceux qui sont en train de revendiquer cela sont frustrés, et que tout le monde sait qu'ils ont raison d'être frustrés et qu'ils ont toujours été relégués au second rang, moi, en lieu et place des autorités camerounaises, je ne ferai pas usage de balles réelles et de balles létales. Je trouverai les moyens qu'il faut pour amener les forces de l'ordre à jouer leur rôle. Peut-être que je suis dans des théories, n'étant pas spécialiste en maintien d'ordre public, mais je dis par rapport à la sensibilité de ce dossier, par rapport à tout ce qui a été dit bien avant 1961 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a l'assurance au moins que ceux qui seront matés seraient les anglophones, pas les francophones. Et que ceux qui sont en train de mater sont les francophones et non les anglophones. Et qu'au total, ceux qui sont victimes dans cette affaire sont les anglophones et non les francophones. Dès lors que les choses se passent ainsi,
c'est que de plus en plus, on peut douter de la bonne volonté des autorités à pouvoir amener réellement la paix et à écouter ce qu'une frange, qu'elle soit minoritaire ou non, de la population camerounaise est en train de revendiquer à bon droit et à juste raison, parce que, comme quiconque de cette République, ils sont aussi Camerounais. Voilà, Maître Aléola, il y a le fait qu'il ne faudrait pas occulter, c'est que on a l'impression que dans le discours et la posture du président Paul Biya, ce n'est pas forcément ce qui se dit ou ce qui s'entend qui se matérialise. Parce que le président a appelé à la paix, il a appelé à des dialogues sur Twitter, Facebook notamment, mais sur le terrain, on a quand même usé de la force. On en a abusé selon beaucoup de recoupements sur le terrain. Quand on tire à balles réelles, c'est forcément un abus. J'ai commencé par le dire. Forcément un abus. Mais on doit en toute responsabilité apprécier et décanter. J'ai lu que des prisonniers ont, profitant de la confusion, tenté de s'évader et auraient été abattus. Il serait 3, peut-être plus. Propos de Issa Chiroma Bakari, ça compte ça compte dans les statistiques. J'ai aussi appris qu'on a découvert des caches d'armes. Il se sait qu'il y a eu des explosions, ci et là. Ça veut dire que la région était devenue une poudrière et donc, sans être spécialiste des questions de maintien de l'ordre, on pouvait craindre que cette entreprise qui est qualifiée par les autorités en place d'entreprise terroriste, on y fasse face avec un peu plus de rigueur, un peu plus de vigueur, et ce n'est pas ça qui va choquer au Cameroun aujourd'hui, je veux dire dans la gouvernance du président Biya. Les gestes de bonne volonté qui ont succédé aux gestes de mauvaise volonté, c'est que beaucoup de gens ont été raflés. Beaucoup de leaders qui revendiquaient la sécession, etc., la partition, et que le président, dans un élan de générosité et d'apaisement, a ordonné la libération, ce qui prouve que la justice est effectivement indépendante au Cameroun. Donc, c'est autant d'éléments, plus ce discours et ce message Twitter auquel le président Biya ne nous a pas habitués, puisqu'il y a eu des crises tout aussi graves desquelles il s'est détourné tout simplement. Donc, nous avons la preuve que c'est une question qui préoccupe. Mais c'est une question très sensible parce qu'il s'agit de la déstabilisation de l'unicité du Cameroun et de l'intégrité du territoire. Donc, ceux qui appellent à manifester savent qu'ils ne sont pas forcément dans leurs droits, même si leurs revendications pourraient être légitimes. Et là aussi, il y a contestation parce que le plus grand mouvement politique, je veux parler du SDF, c'est bien cela, de John Frouli, qui a voulu faire son fonds de commerce sur la revendication d'une certaine spécificité de la zone anglophone, n'a pas prospéré, malgré les décennies de combat qu'il a menés. Ça veut dire que l'idée sécessionniste et ce parti prend ses distances vis-à-vis des questions de fédéralisme et encore moins de sécessionnisme, de partition. Ça veut dire qu'il n'est pas évident que les anglophones, et ça, c'est pas un bon critère, c'est-à-dire on ne va pas opposer les Camerounais en termes de francophones et d'anglophones, ne sont pas dans la revendication de certains mouvements sécessionnistes. J'ai parcouru le Cameroun, je connais assez bien, c'est le deuxième pays d'Afrique que j'ai le plus visité, après la Côte d'Ivoire. Les Camerounais n'ont pas de problème de francophones ou d'anglophones. Le pays est quasiment parfaitement bilingue. Le français est, je dis quasiment parfaitement bilingue. Je vais vous le démontrer. Tout se fait officiellement en français et en anglais, ça suffit. Après, il faut laisser le choix à ceux qui veulent parler anglais. Quand on dit bilinguisme, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de parler les deux langues. Mais si l'administration communique dans ces deux langues, c'est suffisant. Ceux qui revendiquent la partition ne disent pas qu'ils sont considérés comme des sous-camerounais. Ils se plaignent de discrimination dans deux domaines seulement, les revendications officielles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment représentés dans la magistrature ou suffisamment représentés dans l'enseignement supérieur, c'est spécifique. Il n'y a pas d'autre discrimination
déploré. Donc ça veut dire que le problème peut être contenu. Maintenant, les mouvements sécessionnistes, écoutez, ce n'est pas forcément une question de langue. Même au Nigeria à côté, le Biafra se plaint de ce que, on pompe ses ressources et que ce n'est pas réparti de manière égalitaire, que des leaders d'opinion, que des gens aux intentions plus ou moins biaisées se saisissent de certaines frustrations virtuelles ou réelles pour semer le trouble. On peut comprendre que le gouvernement camerounais, dont je n'ai pas toujours pensé qu'il est orthodoxe, qu'il fait bien les choses, laisse faire et accepte la partition du pays. Et vous ne verrez dans aucun communiqué de ceux qui nous gouvernent, je veux parler de la France, de l'Union européenne, que l'on ait déploré l'attitude du gouvernement. Ah, ça a été fait. Non, on appelle tout simplement au dialogue, à la paix, trouver... Ça a été fait. Washington a déploré... J'ai parlé de l'Union européenne, Washington... Non, écoutez, non, mais Washington, c'est Trump qui s'occupe de la Corée. Ceux qui nous parlent, sérieusement, c'est la France, l'Union européenne. L'ONU aussi s'est prononcée. Absolument. Beaucoup ont quand même, récemment peut-être, mais sont revenus pour déplorer l'usage excessif. Forcément, je veux dire, qui va légitimer l'usage des armes? Qui va légitimer une situation dans laquelle il y a des morts? Mais il faut savoir lire entre les lignes. Personne ne veut de cette partition, même pas ceux qui auraient peut-être eu intérêt. Et la réalité aussi, c'est que les Camerounais sont ensemble avec leurs défauts, avec leurs qualités, et je ne crois pas qu'il y ait d'éléments de crispation entre les deux communautés, comme il y a pu en avoir par le passé. Je voudrais que ce passé soit oublié. Avec les Bamileke, par exemple, il y a eu des choses très violentes et très dures au Cameroun. Donc, on n'en est pas là aujourd'hui, et on peut contester le leadership éternel et peut-être usé du président Paul Biya. On peut se plaindre de certains dysfonctionnements, mais dire qu'il y a un problème d'irriment sur les anglophones, entre les anglophones et les francophones au Cameroun, je crois que c'est allé un peu vite en besogne. Et M. Fa? Je crois que il faut rétablir deux ou trois petites vérités. Hein. Je connais aussi le Cameroun. Vous n'avez qu'à regarder mon nom maître pour vous en convaincre. Il y a une vérité qui est ceci. Dit qu'au Cameroun, il n'y a aucun problème de langue par rapport à l'anglais et au français, et qu'ils vivent en paix, qu'il n'y a aucun problème, c'est pas vrai. Si vous connaissez un peu ce pays-là. Et la vérité est que les anglophones sont frustrés. Ils passent toujours en deuxième position. Toujours, c'est pas moi qui le dis. Vous avez les faits qui sont réels. J'ai dit ici quelque chose tout à l'heure que vous semblez oublier. Pendant que le monde entier court derrière l'anglais, ce pays-là, qui peut offrir la possibilité à n'importe quel Camerounais de comprendre aussi bien le français que l'anglais, est en train de courir derrière le français. Ça vous dit rien? C'est un indicateur sérieux. Et mieux, il ne suffit pas de faire le journal télévisé ou le journal parlé aussi bien en français et en anglais, et il n'y a plus de problème. C'est beaucoup plus sérieux que ça. L'enseignement. Que dispense l'État? Comment cet enseignement est dispensé? Par quel canal? Quel est le contenu du programme scolaire? Est-ce que nous avons un programme scolaire spécifique pour les pays anglophones et pour la zone anglophone, un programme spécifique pour la zone francophone? J'ai parlé de... Vous savez, en sociolinguistique, on parle de plusieurs types de bilinguisme, et c'est ça qui rend compte du niveau d'imbrication des liens pour pouvoir en faire un produit. L'idéal partout au monde, lorsqu'un pays parle plusieurs langues officielles, l'idéal est que n'importe quel ressortissant de ce pays puisse parler toutes les langues avec aisance. Je dis bien l'idéal. C'est ça l'idéal. Et j'ai dit, on peut regarder au Canada. Ils ne sont pas nombreux, les Canadiens qui sont entièrement fermés dans leur français et ne parlent que ça, notamment les Québécois. Ils ne sont pas nombreux. Et quand vous prenez le Canada, ce n'est pas seulement à Toronto ou à Chicoutimi que l'anglais est très bien parlé, même au Québec. Et quand vous prenez n'importe quel Canadien, surtout de la nouvelle génération, il a la possibilité de vous parler avec aisance
aussi bien le français que l'anglais. Ce n'est pas la même chose au Cameroun. Le Cameroun, pour dire la vérité, est un pays francophone qui s'ignore. C'est ça la vérité. Il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que le temps qu'ils ont fait ensemble, depuis 61 jusqu'à aujourd'hui, et que les gens soient véritablement attachés à leur français, alors que des pays francophones se sont battus pour devenir anglophones et qui ne sont pas loin d'eux, ça pose un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc leur bilinguisme est combiné. C'est-à-dire on combine les deux langues. Leur bilinguisme n'est pas parfait. Je parle de ce que je sais conformément aux théories de Noam Chomsky et de Ferdinand Saussure en sociolinguistique. Donc, de ce point de vue, il y a un réel problème. Le rôle de l'État, c'est d'agir pour qu'il y ait un ciment unificateur. Et que c'est vrai que ces 10 dernières années, et même ces 15 dernières années, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour qu'il y ait plus de fédéralisme, pour qu'il y ait plus de ciment national. Mais c'est un chantier tout neuf, où il y a encore beaucoup à faire. Mais pourquoi eux-mêmes ont ressenti le besoin aujourd'hui de faire en sorte que le petit Camerounais qui commence l'école à la maternelle, en fonction des établissements qu'il fréquente, fasse les cours de langue et de littérature, par exemple en français, et les cours de sciences et de sciences exactes ou logico-formelles en anglais. C'est pour pouvoir en arriver à cela. Et il faut construire. Si nous avons l'impression que c'est déjà construit et qu'il ne reste plus grand-chose à faire, c'est que ce ne sera plus fait. Et c'est important quand même que l'Afrique ait ce genre de modèle de pays où on a plusieurs sortes de cultures qui se côtoient et qui, donc, dans un élan de solidarité et de synergie, arrivent à s'exprimer. Maître Alain Roula, est-ce qu'il y a fracture, selon vous? Si oui, que doit faire aujourd'hui le régime pour y pallier? Écoutez, il n'y a que le régime qui sait ce qu'il a fait. Je crois qu'il se débrouille très très bien. Mais la langue d'emprunt comme critère de ciment ou de séparation, ce n'est pas pertinent. Il n'y a pas de complexe à être francophone. Et le Cameroun est majoritairement francophone, ça, on doit en tenir compte. Et le problème ne peut pas se poser puisque même des pays comme le Bénin, qui est francophone, ont fait des efforts pour parler l'anglais, pour l'assimiler. Nous sommes quasiment colonisés par le Nigeria. Je veux dire, tout le monde sait qu'il y a intérêt à parler des langues étrangères. Qui a intérêt à... Biya fait ce qu'il veut. Non, mais je demande. Écoutez, on n'est pas intime. Voilà. Ça dit qu'au Bénin, nous sommes francophones, mais nous faisons des efforts pour apprendre l'anglais et nous échangeons en anglais avec nos voisins, nos frères nigérians. Donc, je ne pense pas qu'au Cameroun, on ne veuille pas profiter de cette aubaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai remarqué que Aimé Tchefa faisait une comparaison avec le Canada. C'est assez hasardeux et aléatoire puisque ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même traumatisme. La cohabitation des francophones et des Anglais, je vais dire, au Canada, elle a été longue. Et ce n'est pas exact. Je crois qu'il y a 9 provinces au Canada, et dans ces 9 provinces, il n'y a qu'une seule province où le français est usité, je dirais. Dans les autres provinces, c'est des Américains, c'est des Nord-Américains, c'est des Anglais, qui, comme la plupart des Anglais, c'est ce que j'ai remarqué, font l'effort de s'adapter, d'apprendre d'autres langues, alors que les Français, généralement, sont un peu plus paresseux, un peu plus complexes. Et bon, bref, ça n'engage que moi. C'est vous dire que le problème ne se pose pas dans les mêmes termes et que le fait de parler deux langues officielles différentes ne doit pas obliger à revoir la structure du pays. Le Cameroun était une possession allemande, il faut le savoir, et comme toutes les possessions allemandes, l'Allemagne a été dépossédée après la Première Guerre. Ils ont réparti pour dire, bon, ça, c'est les Français qui gouvernent, et là, c'est les Anglais. Voilà l'héritage, tout simplement. Et si on a décidé d'aller vers une République unie, ça pose des problèmes, forcément, qu'il faut corriger au fur et à mesure. Mais la nature reprend ses droits. La minorité ne peut pas s'imposer, parce que je parle en termes de minorité linguistique. Mais pourquoi minorité? Minorité parce qu'ils ne sont que 20%, on l'a dit. Mais pourquoi? Attention, non. Ok, permettez-leur de créer leur république. Bon. Non, non, voilà. Mais s'ils ne sont que 20%, non. Mais permettez-leur d'avoir leur république. La question, c'est-à-dire que le fait que les uns parlent français et que les autres parlent anglais ne veut pas dire qu'ils ne sont pas camerounais, que le Cameroun ne peut pas faire un choix unitaire. Ils l'ont fait. La République unie du Cameroun, c'est fait.